pas mal de questions à poser, mais je vais quand même me limiter. Et puis, je propose qu'on se donne 20 bonnes minutes pour discuter tous ensemble. Moi, ce que je me demandais pour ton intervention, Léo, ça m'est venu à l'esprit comme ça, c'est sur la construction culturelle de l'ignorance, l'agnotologie. C'est est-ce qu'on pourrait assimiler cette économie de la promesse à une construction de l'ignorance ou pas? Voilà, c'est une question très ouverte. Ça m'a rappelé aussi les travaux d'une chercheuse allemande, Christine Zabel, sur la spéculation, où elle fait un lien historique entre la spéculation scientifique et la spéculation financière. Je trouvais que c'était intéressant, ces deux usages du mot spéculation qui peuvent être réunis dans la même histoire et qui croisent aussi cette problématique de l'économie de la recherche. Et puis, par rapport à ce que tu disais sur la médiation et journalistique, et ce que tu disais aussi de ton côté, Karine, ce qui réunit peut-être vos deux interventions, c'est la notion de construction du sens commun à la manière de Gramsci. Bonjour. Bonjour. C'est Dominique Leglu qui interviendra lors de la prochaine table ronde. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Non, c'est les mêmes qui... Oui, c'est les mêmes. Je vous en prie, installez-vous. Et c'est cette construction du sens commun, et c'est la problématique, c'est comment on change de régime, ou comment effectivement on estime, en quoi on estime que l'enseignement en lycée, en collège, peut aider à ce changement de posture, ce changement d'attitude et à cette nouvelle construction sociale. Voilà. Je sais pas que vous réagissiez là-dessus, et puis ensuite on laisse les questions à la salle. Sur le premier point, c'est vraiment très documenté. Je vous renvoie au livre de Proctor sur les marchands de doute de 95. C'est très documenté que, par exemple, dans le cas du cancer, de la guerre contre le cancer, puisque finalement ça a été amené comme ça, comme une guerre, hein, toujours cette idée d'une science combattante, d'une science défi. C'est très documenté que toutes les promesses qui ont accompagné cette guerre contre les cancers ont été façonnées par les lobbies pharmaceutiques, par les lobbies du complexe médico-industriel états-unien. Ça, c'est très clair et très documenté. Et que cette influence-là a renforcé les positions de ceux qui, en lien avec ces lobbies-là, produisaient l'ignorance sur les sources environnementales des cancers. Donc ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une stratégie, et donc Proctor, lisez les marchands de doute, une stratégie de création de l'ignorance qui consiste à survaloriser des possibilités, des attentes sur d'autres. Et évidemment, là, dans le cas du cancer, ça a été, non, il faut tout parier sur la production de médicaments, mais les causes environnementales du cancer, c'est pas du tout, c'est pas solide, il y a beaucoup de fausses informations, etc. Et il y a eu une production d'ignorance dans ce domaine-là. C'est vraiment des stratégies qui sont souvent très cohérentes. Voilà. On produit une attente, on produit une promesse et on produit de l'ignorance pour décrédibiliser des secteurs qui ne seraient pas ceux qu'on veut valoriser dans la promesse. Donc ça, oui, voilà, ça c'est sûr. Bon, maintenant que c'est très documenté, ils sont peut-être un peu plus subtils, ces marchands de doute, mais ils existent encore. Sur le réchauffement climatique, moyennement subtil. Moyennement subtil, oui. Non, c'est sûr, maintenant on a des bons analystes qui arrivent à détecter quand même les supercheries, mais voilà, ça commence à être documenté. Effectivement, ça veut pas dire que ça s'arrête. Oui, la spéculation, je suis entièrement d'accord, hein, c'est vraiment le même processus, c'est-à-dire que une promesse qui est à la hausse, un peu comme un cours de la bourse, on va parier plus dessus, ça crée une bulle spéculative. Évidemment, et comme toutes les bulles spéculatives, ça peut éclater. Et il y a une nouvelle bulle qui la remplace. Donc ça, on est vraiment dans le même mécanisme, effectivement, que la spéculation financière. Et c'est ça qui est triste, de mettre les savoirs et la science dans ce mécanisme-là de la spéculation, où finalement, selon le rapport de tel organisme, on va plus parier. Hein. Pourquoi Macron, aujourd'hui, veut parier sur l'intelligence artificielle ? C'est parce qu'il y a des agences de financement, des bureaux spécialisés, qui ont dit que ça allait rapporter de l'argent. Bon, aussi parce qu'on sait très bien, et Paul Jorion l'a dit, il a très bien dit hier soir, on sait très bien que derrière tout ça, c'est des intérêts militaires, souvent qui sont cachés.
et qui veulent pas dire leur nom, mais on a bien comme ça des phénomènes de spéculation sur certaines technologies qu'il faut valoriser pour des intérêts financiers. Voilà, après je te laisserai sur le reste. C'est le reste, non, mais tu avais parlé de la création du sens commun. Et qu'est-ce que... Non, mais je veux bien... Non, mais par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est si tu peux développer ce que tu disais un petit peu sur l'éducation à la démocratie. C'était intéressant. Est-ce que tu as des résultats là-dessus, des expériences précisément là-dessus? C'est vrai que notre démarche avec le lycée Pierre-Gilles de Gênes reposait beaucoup sur cette idée. Mais, il y a beaucoup de... Enfin, il y a différents courants philosophiques avec les enfants qui s'intéressent à ça, à la création de... Alors, c'est par exemple la création de participation... C'est beaucoup plus citoyen que ce qu'on a fait nous, mais c'est beaucoup plus fermé au niveau d'une institution, d'un collège, d'une école, etc. Je pense que les retours des étudiants des élèves qu'on a pu former, ça commence à faire un paquet. Ce qu'on a créé, en tout cas, c'est une culture du questionnement. Alors, je ne sais pas si c'est le sens commun, mais en tout cas, le questionnement, c'est ce qui fera que, par exemple, pour faire le lien avec ton topo à toi, enfin, je pense que les élèves qui auront eu cet apprentissage, qui auront eu cette formation, en tout cas la manière dont ils ont réagi, eux questionneront la valeur et les finalités de leurs travaux, de leurs recherches sur telle chose. Eux se demanderont dans quel contexte ils travaillent, comment ils produisent ces travaux, quelles seront la portée de ces travaux. Donc en fait, c'est pas le sens commun, mais c'est là. Enfin, je veux dire autre. Enfin, si c'est une exception possible, c'est la réflexivité, hein, finalement. Mais je rajouterais, parce que tu l'as souligné, je vais peut-être en mettre une couche, qu'il y a quand même actuellement deux tendances possibles dans ces questions-là, avec l'arrivée de l'intégrité scientifique dans les formations doctorales et la création de l'office et tout un appareillement institutionnel qui commence à s'imposer aux chercheurs, aux doctorants. Il y a quand même deux façons de voir les choses, et celle que propose Karine n'est pas celle qui est majoritairement adoptée, bien que Apolitis c'est ce que nous faisons, mais Apolitis n'est pas toute la politique d'intégrité scientifique française, européenne et internationale, malheureusement. Enfin, j'en sais rien, pas être trop non plus cocorico, mais c'est que il y en a une qui consiste à dire on va revenir on considère l'intégrité scientifique comme une protection de la communauté scientifique sur les bruits extérieurs. Hein, c'est ce que dit Armel Debru. Intégrité, c'est de ne pas être atteint. Hein, c'est integer, c'est de se protéger contre quelque chose. Non atteint, non atteignable. Et donc une communauté scientifique intègre, c'est une communauté scientifique qui surtout évite les frottements, évite les interférences et ne se pose pas des questions ne répond pas aux questions que se pose la société, etc. Essaye de s'immuniser contre ça. Donc l'intégrité scientifique comme la voie du retour d'une forme de positivisme scientifique, et une autre voie qui est celle de croiser les dimensions normatives, réflexives et politiques, où en fait la réflexion sur les pratiques est un tremplin pour réfléchir à la place de la société, de la science dans la société. Mais j'allais dire, voilà, c'est pour ça que ta question, selon si effectivement les dispositifs qui sont mis en place de discussion, de médiation, de formation sont en fait au service de la première orientation, c'est pas satisfaisant, c'est toujours pareil. Au service de quels projets politiques sont mis en place ces instances-là. Je reviens toujours à ça, parce que sinon, il y a toujours le risque d'une instrumentalisation de l'éthique, d'une instrumentalisation des dispositifs de médiation au service d'un projet politique particulier, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais il faut discuter ce projet-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà. Si ce qu'on veut, c'est la coproduction des orientations de recherche, si ce qu'on veut, c'est augmenter la réflexivité des citoyens, augmenter la culture scientifique et technique globale de la société pour que les pouvoirs associés au savoir soient mieux partagés, alors il faut absolument abandonner définitivement l'intégrité scientifique positiviste que nous proposent nos institutions aujourd'hui, certaines de nos institutions aujourd'hui. Voilà.
Après, on peut vouloir revenir en disant, comme certains disent, écoutez, il y a une défiance envers la science, il y a une création de post-vérité via les réseaux sociaux, les gilets jaunes sont des inutiles et des remplaçables, il y a une bêtise dans le peuple, il faut vraiment renforcer la puissance, la domination de la science, renforcer sa protection face à ces... Voilà, ça peut être une voie aussi, mais il faut la discuter. Moi, je suis plutôt voilà, sur l'autre, quoi. J'assume. Merci de préciser, parce qu'on n'avait pas trop...